en philosophie. Et je m'y suis passionné pour, disons, tout ce qui était de l'ordre pluridisciplinaire, interdisciplinaire. D'ailleurs, en ce moment, j'enseigne les lettres, l'histoire et la géographie, les trois matières. Et j'ai participé pendant 15 ans un groupe interdisciplinaire de l'université de Rangueil à Toulouse, dont il y avait des philosophes, où il y avait des biologistes, physiciens, etc., etc. Et c'est là où j'ai commencé à faire de la recherche indépendante, d'abord sur l'eugénisme. Je me suis toujours intéressé, parce que c'est vrai que quand on est chercheur, ce qu'il y a de bien, c'est de trouver, quoi. Et alors, il y a quand même un truc, c'est de chercher là où prendre des sujets de recherche, où, soit parce qu'ils sont répulsifs, soit parce qu'il y a peu de gens qui travaillent dessus. Donc, comme je n'avais pas d'objectif, j'étais pas chercheur patenté, on a le temps. Donc j'ai commencé à travailler sur l'eugénisme, et puis après, je me suis intéressé, comme j'enseigne l'histoire et la géographie, je me suis aperçu qu'il y avait un point aveugle au niveau des recherches, qui était au niveau des réseaux d'influence. Donc tout ce qui est lobby, think tanks, etc. Et dès qu'on travaille là-dessus, on est systématiquement accusé de tomber dans la théorie du complot, le conspirationnisme, etc. Même si on travaille comme je travaille, preuve à l'appui et vérifiable par tout le monde, hein. Principe de falsibilité en épistémologie, et on est systématiquement condamné comme ça à ce niveau-là. Alors du coup, il y a très peu de gens qui y travaillent, quoi. Ça sent un peu le soufre, quoi. Et donc, comme c'est une odeur qui, pour moi, n'est pas répulsive, même si elle n'est pas recherchée, et que les théories du complot sont effectivement à combattre, maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait faire attention à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle forme d'obscurantisme qui se développe, comme malheureusement c'est le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, je m'intéresse beaucoup aux recherches d'un historien des États-Unis qui s'appelle Proctor et qui travaille sur ce qu'il appelle l'agnotologie, c'est-à-dire aujourd'hui, comme l'épistémologie étudie le fondement des connaissances, lui, ce qu'il étudie, c'est le fondement des méconnaissances. C'est-à-dire, alors que ça soit d'un point de vue internaliste, comme en épistémologie, comment ça fonctionne d'un point de vue logique, et puis évidemment tous les enjeux idéologiques qu'il y a, puisque aujourd'hui en matière de stratégie, développer des méconnaissances, c'est intéressant. J'ai monté un site internet qui s'appelle Augri, à l'adresse augri.fr, Observatoire géopolitique des réseaux d'influence. Bon, que là j'ai un petit peu délaissé parce qu'en parallèle je suis à Attaque depuis 1999 et là je balance toutes les infos sur les sites d'Attaque. J'ai pas eu le temps trop d'actualiser, mais on y trouve déjà énormément de choses sur justement l'histoire de ces réseaux d'influence, think tanks, lobby depuis 1884, à la création de la Fabian Society. En général ça commence là. Alors je dis tout de suite que je ne m'intéresse pas aux sociétés secrètes, mais ce que j'appelle les sociétés discrètes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un statut de société secrète, c'est-à-dire où on prête, il y a une cérémonie d'initiation et on s'engage à garder le secret sur le fonctionnement, etc. Voire franc-maçonnerie, etc. Et dans les sociétés secrètes, il y a les mafias, il y en a 4 catégories d'ailleurs. Bon, moi je travaille pas là-dessus, mais justement sur ce qui est dans les zones grises opaques, c'est-à-dire et tout ce qui est dans les enjeux de pouvoir. Voilà. Et là-dessus, en travaillant là-dessus, je suis tombé sur ce sujet il y a une dizaine d'années, sur le grand marché transatlantique qui était déjà en préparation, et c'est pour ça qu'on se retrouve. Ce que l'on voit très bien, c'est que dès les origines de ce traité transatlantique, ça commence en 1990, avec le partenariat transatlantique, et en 1992 déjà se crée un réseau d'influence qui est le Transatlantic Policy Network, que l'on retrouve d'ailleurs dans cette organisation. Donc ça veut dire en gros réseau de gouvernance transatlantique.
et qui déjà fait voler en éclats la définition habituellement que l'on a du lobbying, à savoir qu'en général, pour tout le monde, un lobby, c'est une organisation, un groupe d'intérêt qui cherche à faire pression sur une autre organisation et une institution. Bon. Et donc les deux sont distincts. Alors que dans le Transatlantic Policy Network, on va trouver une quarantaine de firmes transnationales, parmi les plus importantes, et transatlantiques. Ensuite, une vingtaine de réseaux d'influence. Alors, on y trouve le Council on Foreign Relations, donc le Conseil des Affaires étrangères, donc, qui date de 1921 et qui est extrêmement important sur le plan de la diplomatie discrète au niveau du monde, des États-Unis, et puis tout un tas d'autres réseaux là-dedans, la TABD, Business Europe, etc., etc. Donc il y en a une vingtaine. Et puis également, on va trouver 55 députés européens et également une soixantaine de membres des congrès des États-Unis. Et donc, ce que l'on voit bien, c'est que là, on n'a plus de distinction entre une institution et puis entre une organisation de lobbying, quoi. Ça pourrait sembler logique, depuis longtemps, les gens se sont aperçus que quand ils faisaient le siège de la citadelle, si on pouvait avoir des gens dedans, ça serait bien. Bon, ceci étant, ça prouve des problèmes de conflit d'intérêts, évidemment, quand ça c'est députés européens. Ensuite, dans ce réseau-là, on va trouver un certain nombre d'autres organisations, évidemment, et qui sont au nombre de 9, et parmi les plus importantes, dont on retrouve à nouveau Business Europe, qui est après le MEDEF européen. Ensuite, on a l'UEAPME, qui est une très grosse organisation patronale au niveau des petites et moyennes entreprises. Et puis, on va trouver également 4 organisations, alors là, qui sont un petit peu plus traditionnelles, traditionnelles comme d'ailleurs les autres, mais ce sont des chambres des métiers, dont l'AMCHAM, etc. Et puis également, on va trouver là 2 organisations de lobbying, alors le Transatlantic Policy Network dont je parlais tout à l'heure, et le Transatlantic Business Council qui est obtenu de la fusion de la TABD, c'est-à-dire Transatlantic Business Dialogue, c'était la table ronde des affaires transatlantiques, un gros lobby qui s'est créé en 1995 et qui a fusionné donc avec l'Europe American Business Council, qui est également la même chose mais côté américain. Les deux ont fusionné au 1er janvier 2013. Et on a cette super organisation qui s'est créée. Et je présente des extraits du comité de presse, et où ils disent carrément qu'ils sont là pour, je ne me rappelle plus l'expression, nous signifions clairement que le monde des affaires européen soutient unitairement un accord potentiellement historique. Oui, l'Alliance s'engage dans l'assistance au gouvernement tout au long des négociations. Voilà. Et de ces négociations sur donc, le grand marché transatlantique. Et ça a été lancé donc le mandat du Conseil à la Commission date du 14 juin. Ensuite, dès juillet, on a eu une première vague de négociations, on en est à la 4e. Et maintenant, d'ailleurs, au bout de la 3e, il y a une concertation avec la société civile pour la Commission, ce qui est assez bien curieux, parce qu'on aurait pu la concerter avant et faire un grand débat, puisque, évidemment, ce grand marché transatlantique, alors on pourrait s'en réjouir. Moi, si c'était une union des États-Unis et de l'Union européenne pour mettre en place un nouveau modèle de développement
fondées sur des exigences sociales, écologiques qui soient fortes, ce dont nous avons besoin maintenant, il n'y aurait aucun problème. Simplement là, c'est tout le contraire, puisque justement ce traité propose de faire tomber les barrières tarifaires et non tarifaires, barrières tarifaires, c'est-à-dire les droits de douane, et également non tarifaires, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des réglementations. Et donc alors ça, les réglementations, c'est très... Parce que, pourquoi ils les faire tomber? Parce que ce sont jugés être pour eux des entraves au libre commerce. Et le problème, c'est que ces réglementations définissent des normes, des choix de société sur le plan de la qualité environnementale, sur le plan d'une certaine qualité sociale, sanitaire, etc. Or, c'est tout ça qui doit être lissé entre les deux pays. Et alors, si c'est droit, pour ce qui est, alors ça c'est les barrières non tarifaires, les barrières tarifaires c'est les droits de douane. Et là, s'ils sont assez faibles entre les États-Unis et l'Union européenne, ils sont quand même très significatifs dans le domaine, par exemple, de l'agriculture, mais aussi du textile. Hein. Pour l'agriculture, on est à 7 et 13%. Quoi. Donc ça fait quand même un gros différentiel. Et alors, qui nous prémunit également, ce qui ne rentre pas du tout dans ce marché, et qui est quand même un problème, c'est la question de la monnaie, du cours de la monnaie. C'est-à-dire que on va lisser un certain nombre de choses, mais on va être dans une situation où on a un euro très fort, et où les États-Unis ont un dollar qui a une valeur plus faible, et ce qui les favorise en termes d'exportation. Donc si on fait des règles semblables, mais qu'on a une monnaie, si vous voulez, qui est différente, ça ne peut pas fonctionner. C'est un peu comme si on jouait au Monopoly avec les mêmes règles, mais qu'il y ait des gens qui ont des billets qui n'aient pas la même valeur. Quoi. Alors attention, là je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur tous les députés européens. Hein. Il y en a plus de 730 à l'heure actuelle, je crois que c'est 736. Eh bien là, je ne parle que d'une cinquantaine. Quoi. Et encore dans ces 50, il n'y en a vraiment qu'une vingtaine qui soient vraiment actifs. Quoi. Donc, ce que doit faire tout député européen, c'est remplir, et ça c'est d'ailleurs, les députés français ou les sénateurs, c'est la même chose, et c'est pareil dans tous les parlements, remplir une déclaration d'intérêt et également une déclaration, une fiche individuelle, c'est-à-dire curriculum vitae, tout ce que vous avez fait, et une déclaration d'intérêt, au cas où si vous devez travailler sur des lois, etc., qui touchent à des intérêts que vous avez côtoyés, tout un chacun puisse dire attention, etc. Et normalement, ça devrait être dans leur déclaration d'intérêt à ces députés-là, et ça n'y figure pas. Bon, et si personne ne demande des comptes, évidemment, vous savez, la démocratie, c'est comme c'est l'inverse des piles, quoi, et ça s'use quand on ne s'en sert pas. Donc le problème, il est là, et en plus, ces réseaux-là sont peu connus, quoi. Et même dans la gauche radicale, qui cherchent toujours une certaine légitimité sur le plan, on va dire, scientifique, eux aussi, ils tombent dans l'idée de théorie du complot. Oh là là, on va nous dire qu'on est des conspirationnistes, etc. Alors que ça, c'est vérifiable par tout le monde. Il suffit d'aller sur le site du Transatlantic Policy Network, mais c'est pas le seul réseau dans ce cas, avec des parlementaires européens. Il y a le groupe Kangaroo Group, il y a le PFSF, donc Forum Europarlementaire des services financiers, qui est dans le même cas, et Friends of Europe, les amis de l'Europe également. Donc, où on a des gens en conflit d'intérêts. Voilà, le truc il est là, c'est simple. Quoi. Et où on a des politiques qui s'articulent au travers de ça. Parce que le Transatlantic Policy Network, par exemple, c'est 8 présidents de commissions parlementaires sur 22. C'est-à-dire, ces députés, je disais qu'ils étaient 55. Bon. Si on reporte par rapport au Parlement européen, ça fait 6%. Mais là, c'est 40% des commissions qui contrôlent. Parce que dans ce réseau-là, vous avez 60% de gens de droite, du PPE, Parti populaire européen, 40% de gauche. Donc, en fait, les commissions parlementaires sont le résultat des urnes. On distribue,
en fonction de la composition de l'hémicycle, bon, etc. Mais si vous avez un réseau où vous avez des gens de gauche et des gens de droite, ben à ce moment-là, vous allez contourner cette distribution démocratique des commissions. Et vous avez donc les commissions les plus importantes, affaires économiques et monétaires, Sharon Bowles, Transatlantic Policy Network, Alain Lamassoure, budget. Ensuite, pour ce qui est du commerce, qui a justement à traiter ce traité, c'est Vital Moreira, le président de la commission au commerce au Parlement, et qui est membre du Transatlantic Policy Network. Ah oui, puisqu'il y a un poids qui est tout à fait considérable. Je le mettais là dans quand j'ai fait le détail. Si on prend ne serait-ce que l'US Chamber of Commerce, l'USCC, qui est membre donc de ce lobby, c'est la plus grande organisation d'entreprises dans le monde. Elle représente 3 millions d'entreprises, 2000 chambres locales, 830 associations commerciales et 115 chambres américaines dans 108 pays. Donc on voit que c'est des poids lourds. Il faut voir qu'un réseau comme le Transatlantic Business Council, dont je rappelle qu'est la fusion de la TABD et de l'EABC, c'est 72 firmes transnationales qui représentent, en termes de chiffre d'affaires, un volume équivalent au PIB du Royaume-Uni. Il faut voir dans quel... On a là de véritables acteurs géopolitiques, aujourd'hui. Que sont ces réseaux, et de façon discrète. Et il est très important de dire que, évidemment, les citoyens sont mis totalement à l'écart de ce type de choses. D'ailleurs, ils n'auront pas à voter ce traité par référendum, encore que pour le traité constitutionnel européen, on a vu que l'utilité du référendum était considérée comme relative après qu'on ait voté par un certain nombre, et là, ce traité donc passera uniquement devant le Parlement européen et au préalable devant les parlements nationaux. Donc ça, Nicole Bricq l'a dit le mois dernier à l'Assemblée nationale. Bon, il faudra peut-être lui rappeler, mais enfin normalement ça devrait passer devant le Parlement français. La Commission est beaucoup moins claire là-dessus, la Commission européenne. C'est là tout le problème. Il n'y a pas de débat public pour l'instant. Si on fait un bilan de ce qui se passe en France, Nicole Bricq est allée inviter, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat, par le Conseil, la Commission du commerce. Au Sénat et à l'Assemblée nationale. Bien. En sus de ça, elle a été invitée par le groupe socialiste du Sénat, c'était le 9 janvier, et pour justement des députés, alors de toute sensibilité, c'était organisé par les députés socialistes, mais il y avait toutes les sensibilités, et qui l'ont vigoureusement interpellé sur ce traité. Euractiv d'ailleurs a titré, puisque les grands médias n'en parlent pas, la fronde des sénateurs. Bon. Euractiv qui n'est pas réputé pour être d'une gauche particulièrement radicale, ni d'une gauche en particulier. Donc là, il y a de la résistance. Sur ce, Nicole Bricq a monté un comité stratégique avec des gens qu'elle a choisis, triés sur le volet, qui sont censés représenter la société civile. Et la commission, d'ailleurs, en parallèle, a fait la même chose, puisqu'elle dit rentrer dans une phase de concertation, peut-être qu'on en reparlera. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que en France, je suis tombé sur un truc assez énorme, justement en travaillant sur ces réseaux, et tout le monde là pourra le vérifier in situ, sur le réseau donc de l'AmCham, qui fait partie, sur le site de l'AmCham, qui fait donc partie de cette Business Alliance, eh bien, j'ai trouvé toute une documentation pour s'inscrire à une réunion d'information à laquelle il y aurait Karel de Gucht, donc qui est
le commissaire européen en chef des négociations, un homologue américain, surnommé d'ailleurs par Barack Obama, il s'appelle Howard Shelanski, le tsar de la réglementation. Et puis la ministère au commerce et de la coopération nordique, Eva Björling, Pierre Sellal, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères européennes, et puis alors une douzaine de personnes, en tout il y en a 20, donc non, il en reste 16, et où là on voit représenter, alors ce sont des gens qui vont intervenir dans cette sorte de séminaire, General Electric, Daimler, Google, HSBC, BSA, Dow Chemical, Eli Lilly, APCO Worldwide, etc. Et puis un représentant du Transatlantic Business Council également, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand on lit le texte, si vous voulez, du communiqué de présentation, non, c'est pas ça, mais enfin, je le connais un petit peu de mémoire. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, voilà, cet événement est porté par le Washington Post et European Voice. Il va se dérouler dans un hôtel 5 étoiles du 16e arrondissement, qui s'appelle le Shangri-La. À Paris, à Paris, il va falloir s'inscrire, 1 500 € la chaise. Bon, à côté d'une suite qui coûte 18 000 €, Shangri-La, c'est une somme modique. On peut d'ailleurs louer tout l'étage, j'ai vu sur leur site, pour 25 000 €. Bon, ça fait que le salaire d'un an et demi d'un smicard pour une nuit. Bon, donc ça coûte pas cher, et tout ce beau monde va se réunir. Alors, il y a 150 places, à 1 500 € la chaise, donc, et c'est destiné à des décideurs économiques et politiques, voilà, qui vont s'inscrire dans ce truc-là. Alors, donc, j'ai lancé information là-dessus, et à quoi ils vont avoir droit? Eh bien, fournir les renseignements les plus récents des deux côtés de l'Atlantique sur le partenariat transatlantique, sur le commerce et l'investissement, TTIP. Alors, c'est pas un problème. C'est-à-dire que les sénateurs eux-mêmes ont dit que ces négociations étaient opaques et qu'ils n'avaient pas les éléments de réflexion. Personne ne les a, et même le mandat de la commission dont j'ai parlé tout à l'heure n'a pas été rendu public. Bon, nous n'avons eu accès qu'à un document fuité, en anglais, traduit, etc. Enfin, vous voyez. Et là, des gens vont avoir toutes les actus sur, donc, là où en sont ces négociations. Mais c'est pas tout. Ainsi que les solutions de rechange au TTIP s'il n'est pas accepté, parce qu'il commence déjà à sentir venir le vent. Oui. Donc il y a un certain nombre de parlementaires, et pas qu'en France, qui commencent quand même à se... D'ailleurs, on remarquera que dans tous les invités, il n'y a aucun élu. Bon. Et voilà, donc en gros, ce qui va se dire là-dedans. Alors il y a des questions, quels sont les obstacles possibles à un accord, qu'y aura-t-il en tant que dérogation et opt-out pour limiter l'accord, c'est-à-dire qu'on va rentrer vraiment dans les détails de l'actualité des négociations. Et puis, encore une mention, quel sera le futur du commerce si le TTIP n'est pas accepté, et puis comment le TTIP va-t-il affecter l'économie des BRICS. Les BRICS, c'est donc le Brésil, voilà, la Russie, l'Inde, la Chine, et déjà dans le spot TAFTA numéro 1, je montrais la dimension géopolitique de ce traité qui est entre l'Union européenne et les États-Unis, mais l'Union européenne signe tout un tas d'accords de libre-échange, avec l'Afrique, mais également avec des pays d'Asie, etc., avec des pays également d'Amérique du Sud. De son côté, les États-Unis font pareil, et également avec des pays d'Asie. Ils sont en train de mettre en place un traité transpacifique qui est sur les mêmes bases que celui-ci. Donc voilà un petit peu, et l'objectif pour les États-Unis, évidemment, sur le plan géopolitique, c'est de contenir la montée en puissance d'un certain nombre de BRICS, à savoir en premier lieu la Chine, la Russie et l'Inde, le Brésil étant plutôt intégré à cette dynamique transatlantique. C'est ce qu'on appelle le partenariat transatlantique élargi, c'est-à-dire faire un grand pôle économique, un grand espace économique qui comprendrait
tout le continent américain, tout également l'Europe et également l'Afrique. Il y a eu une résolution du Parlement européen là-dessus d'ailleurs, sur le partenariat transatlantique élargi. Là aussi, c'est pas théorie du complot, c'est ça qu'il y a de très curieux. Je me suis aperçu aussi que les gens, ils criaient théorie du complot, oh là là, qu'est-ce que c'est ce projet? Mais attendez, il suffit de lire les résolutions du Parlement européen, les documents qui existent là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, quand ils n'ont pas l'information sur les trucs, si vous voulez, ils diabolisent l'information. Voilà, c'est ça qui est... C'est là où c'est ce que moi j'appelle ce nouvel obscurantisme, qui est tout à fait fascinant, quoi. Voilà, donc en gros, voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir un comité d'accueil, puisque ATTAC et les 40 organisations qui sont... ont prévu de se montrer devant ce dîner. Voilà, et notons que le Shangri-La est pile en face, avenue d'Iéna, en face du Conseil économique et social, c'est un symbole. Et on va peut-être rappeler la date pour... si oui, alors c'est le 10, oui, il faut y aller, il faut s'inviter au Shangri-La. Donc c'est le 10 avril, jeudi 10 avril, donc c'est à peu près dans un mois. Voilà, donc amenez votre carte de crédit. Alors, la commission a ouvert toute une concertation, qu'ils appellent une concertation, c'est-à-dire avec des gens triés sur le volet, etc. Mais même là, bon, il faut savoir que quand même la France, la personne de Nicole Bricq, s'est opposée à l'opacité des négociations. Bon. Elle a demandé à ce que le mandat soit public. Seulement, comme elle l'avait, elle aurait pu le diffuser. Je ne comprends pas bien pourquoi, bon, etc. Et le gouvernement est opposé à donc cet organe de règlement des différends. Bon. Et moi, depuis au moins un mois et demi, toujours pensé qu'ils allaient faire des concessions là-dessus, si vous voulez. Parce que un tribunal arbitral, si vous voulez, qu'il soit privé, en plus en France ça rappelle l'affaire Tapie, bon, affaire de escroquerie en bande organisée. Je veux dire, comme un tribunal privé qui règle des litiges où il y a des intérêts privés dedans, il y a quand même un problème. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, c'est clair qu'ils vont faire des concessions, ne serait-ce que pour dire on a écouté, voilà. Ceci étant, faut pas être dupe, il y aura quand même un organe de règlement des différends, comme il y en a à l'OMC, et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui va se passer, puisque ce traité sera applicable, et c'est spécifié, je l'ai dit je crois tout à l'heure, à tous les niveaux de gouvernement, c'est-à-dire une ville comme Toulouse pourra être traînée devant les tribunaux par une firme, parce qu'elle a pris un certain nombre de dispositions en matière de ses cantines scolaires, dans le domaine des circuits courts, etc., ou de qualité au niveau de la nourriture, des produits bio, etc., et que ça, c'est une entrave au libre commerce, etc. Quand on voit le mandat, il ne s'agit pas de faire du diabolisme ou je ne sais pas trop quoi, mais c'est contenu, si vous voulez, ces possibilités-là dans le traité, parce qu'on n'a que le mandat à l'heure actuelle. Pas aussi dire oui vous fabulez, oui mais bon, oui on aimerait avoir les documents pour dire, mais le mandat introduit cette possibilité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Une ville comme Toulouse va pouvoir être traînée devant une firme américaine, McCain, etc., parce que voilà, elle a aidé une entreprise sur le plan local, etc., et que c'est une entrave au libre commerce. Vous comprenez? Et McCain, ils seront bardés d'avocats d'affaires, etc., avec des moyens totalement considérables. Et même si Toulouse, alors je cite Toulouse encore, c'est une ville importante, mais des municipalités beaucoup plus modestes, des communautés de communes et aussi pourront faire l'objet de ce type. Alors, c'est quand même un problème. Et alors, autre gros problème sur ce traité, alors là j'en profite, que personne ne pose, à part Raoul Margenard et puis quelques autres, qui est quand même l'asymétrie juridique entre les États-Unis et l'Union européenne. Parce que si ce traité est adopté,
il sera appliqué dans les 28 États membres, mécaniquement. Mais au niveau des États-Unis, est-ce qu'il sera appliqué dans tous les États ? La souveraineté nationale aux États-Unis appartient à l'État fédéral et à chacun des États. Et donc, ils peuvent se soustraire. Vous prenez par exemple l'État du Delaware, qui est pas loin d'ailleurs de Washington DC, eh bien, qui jouxte. C'est un paradis fiscal, tout le monde le sait. Bon, pourquoi ? Parce qu'il s'est donné un certain nombre de législations qui lui permettent de le faire. Bon, voilà. Tout comme il y a des États aux États-Unis qui pratiquent la peine de mort, d'autres pas. Bon, etc. Donc, ce qu'il faut bien voir, et là on a l'exemple de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, où on constate déjà qu'un certain nombre d'États disent nous, on ne reconnaît pas le traité, etc. C'est-à-dire ils le reconnaissent quand ça les intéresse, mais pas quand ça ne les intéresse pas. Et leur juridiction fonctionne par rapport à ça. Donc, si vous voulez, il y a cette question-là qui doit être également posée. Comment ça va être appliqué aux États-Unis ? Et alors, le danger de ce traité, évidemment, c'est qu'il va rajouter un petit peu plus d'europhobie, parce que la diète à laquelle ils vont mettre tout un tas de collectivités locales, sachant que les gains qui sont reconnus par la Commission sont de 0,5% à l'horizon 2029. Ok ? Donc, vous voyez un petit peu, on ne sait même pas calculer la croissance pour l'an prochain, mais 0,5% de croissance en 2029, mais enfin, je veux dire, c'est totalement dérisoire. Bon. Alors, il y a ça aussi, en fait. Alors, on va dire, mais pourquoi ils le font ? Ils le font parce que c'est la crise. Et que la crise, c'est une façon de gouverner. Si je regarde Challenge de l'été dernier, qu'est-ce que j'apprends ? Que les 500 plus grandes fortunes de France, leur fortune a augmenté de 16% l'an dernier, de 25%, d'un quart l'an dernier, et qu'elles représentent maintenant 16% du PIB de la France. Pour eux, il n'y a pas de crise. C'est justement cette situation de crise permanente. Moi, depuis que je suis au lycée, les années 70, on me dit que c'est la crise. Et en fait, pour mettre en place des politiques de rigueur qui vont socialiser les pertes et privatiser les bénéfices. Et on voit bien aujourd'hui que toutes ces power elites, et c'est pour ça que j'étudie leur réseau également, ce sont eux qui mènent à la danse d'une politique qui leur est éminemment favorable, si vous voulez. On est dans une géopolitique des classes sociales, mais c'est ce que disait Warren Buffett également, les Pinson-Charlot dans leur livre le rappellent, il y a bel et bien une guerre des riches, il ne parle même pas de lutte, une guerre des classes, pardon, il y a bel et bien une guerre des classes, et c'est ma classe, celle des riches, qui est en train de la gagner. Il a dit à la télé aux États-Unis. Donc, je veux dire, c'est très très clair. Mais voilà, et alors, je voulais signaler aussi qu'il y a des gens, il y a une petite manifestation, parce que malheureusement les gens n'étaient pas très nombreux, devant la Maison de la Radio à Paris, pour inviter les journalistes à parler de ce traité. On en est là. Silence radio, silence télé. Alors que les sénateurs discutaient avec la ministre et qu'ils disaient des choses extrêmement importantes, on nous amusait avec la quenelle de Dieudonné, puis après avec les escapades en scooter du président de la République, etc. Alors, bon, moi je veux bien, si vous voulez. Je ne suis pas du genre à tirer à boulet rouge systématiquement sur les journalistes. Loin de là. Mais il y a quand même des moments où on se dit, il y a quand même un souci, ce traité est historique. Ils le disent eux-mêmes, tous ces gens-là. Un marché unique entre l'Union européenne et les États-Unis. On n'en parle pas. Il y a quand même un truc, quelque part, un loup. C'est pas quand même être versé dans la théorie du complot, dire qu'en matière de démocratie, les grands enjeux doivent être sur la place publique, quand même. Voilà.
l'organisation du commerce est en panne dans ses ambitions. Et en même temps, on pourrait dire sans rire, aujourd'hui, si on tire le bilan, que le plus gros succès de l'OMC, c'est d'avoir produit l'altermondialisme. Puisqu'il s'est révélé, ça avait commencé avec l'AMI, mais massivement à Seattle, puis après, il a été présent dans tout un tas d'autres comptes sommets, et puis il a fait lui-même ses sommets pour procéder des alternatives, etc. Donc ils se sont dit quand même, ces organisations de stratégie multilatérale, est-ce que c'est bien finalement efficace? Donc ils sont dans une stratégie que j'appelle le bimultilatéralisme, c'est-à-dire par une multiplicité d'accords bilatéraux, hein, on va réaliser les mêmes choses. Mais en contournant cette difficulté qu'a l'OMC, pourquoi ça a coulé? Aussi parce qu'il fallait mettre plus d'une centaine d'États d'accord entre eux. Vous comprenez? À brûle pour point, je ne me rappelle plus le chiffre exact des membres de l'OMC, que là, c'est par des accords bilatéraux, par exemple entre l'Union européenne et les États-Unis, entre l'Union européenne et l'Inde et tel ou tel pays, etc. etc. Les États-Unis, voilà. C'est quelque chose davantage qui s'assemble comme ça et qui en même temps contourne les difficultés, vous voyez, les points de difficulté. Ce qui pose problème, on les laisse à l'écart de ces accords, etc. Donc voilà un petit peu comment se dessinent les choses. Donc tout ça, c'est de la géopolitique également. Moi, je m'intéresse beaucoup à la géopolitique et c'est ce qui m'a motivé là-dedans. Comment la comprendre de façon profonde? Parce qu'il y a des acteurs majeurs en géopolitique dont on ne parle pas. Quelqu'un, par exemple, comme Peter Sutherland, voilà quelqu'un sur le plan géopolitique qui a eu une importance très grande. Il a commencé comme commissaire européen à l'industrie, à la concurrence, puis à l'industrie, etc. Après, il est devenu secrétaire général du GATT, puis de l'OMC. C'est l'homme de cette transition, vous voyez, c'est quand même hyper important. Aujourd'hui, il est chairman de Goldman Sachs, bon, il a été également de British Petroleum, il est au conseil d'administration de tout un tas de sociétés de premier plan, il a été président Europe de la commission trilatérale, dont je parlerai ce soir, Trilateral Commission, et il est président d'honneur du Transatlantic Policy Network, dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous voyez, tout ça aussi c'est de la géopolitique, mais c'est ce que j'appelle de la géopolitique furtive, avec des organisations furtives. C'est un peu comme les avions de chasse, si vous voulez, les avions furtifs. Leur efficacité, c'est pas tellement leur vitesse ou leur système d'armement, c'est le fait de ne pas produire l'information de leur propre existence. Vous voyez ? C'est ça qui est pas vu, pas pris. Hein. C'est un des b.a.-ba de la stratégie, l'effet de surprise, bon, etc. Simplement, maintenant, on arrive à des formes en réseau très sophistiquées. Hein. Le réseau est véritablement la forme de toutes ces stratégies. D'ailleurs, Transatlantic Policy Network, network c'est bien réseau, et sur son site lui-même, il se définit comme network of network, c'est-à-dire réseau de réseau. Puisqu'il y a tout un tas d'organisations qui en font partie, et d'ailleurs la Business Alliance dont on parlait tout à l'heure eh bien, est un réseau de réseaux, puisque déjà elle contient le Transatlantic Policy Network.